Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AFC. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres. D'abord, nous parlerons de la CAN des U20. Nous verrons le programme du 3e tour avec plusieurs grandes nations qui ont été éliminées. Quelle comparaison peut-on faire entre la CAN et l'Euro en France? Eh bien, nous allons retrouver la rédaction d'Africa 24 avec un sujet bien détaillé. Et puis le point justement sur l'Euro, quels sont les pays justement qui vous paraissent favoris pour la partie finale? Et puis nous entendrons un joueur sénégalais, car vous savez que la sélection des Lions de la Teranga se sont qualifiés pour la CAN 2017 en Égypte. Notre invité, c'est un parfait connaisseur du football africain. Il s'agit de Georges Nembus. Gembus, Georges, j'écorche votre nom, c'est Georges Gembus. Gembus, oui. Qui est agent de joueur. Georges, qui est toujours à l'école encore, qui continue à apprendre encore plus, pour connaître plus, surtout le droit du sport. Vous êtes en plein dedans. Tout à fait, je suis dans le management global et je me spécialise aussi dans le sport parce que voilà, pour faire des choses de manière propre et professionnelle sur notre continent, on a besoin de gens bien formés, donc c'est pour ça qu'on continue à me former. Exactement. Il y a Saïd Afizi qui est avec nous, éditorialiste. Oui. Et puis Roger Toto, après 4 semaines de vacances, qui fait son grand retour. Bonsoir José. Roger, bonsoir. Et la question de l'AFC, peut-on comparer l'Euro et la CAN? Faites-vous une grande différence? Vous n'hésitez pas, vous allez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. CAN des U20 et les coupes continentales, c'est à la une de ce magazine. Les juniors se préparent pour le 3e tour de la CAN, donc des U20, moment décisif. Quelques surprises au 2e tour, analyse et présentation du prochain tour en vue de la phase finale qui aura lieu en Zambie en 2017, sujet de la rédaction d'Africa 24. Les affiches du dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans sont connues. Ainsi, le Lesotho fera face à l'Afrique du Sud, le Soudan va défier le Nigeria, le Burkina Faso va se mesurer au Mali. Le Sénégal tentera de confirmer face au Ghana. Selon certains observateurs, ces équipes vont âprement disputer leur chance pour se qualifier. Il y a des équipes qui ont confirmé bien naturellement, parce que quand on prend par exemple le Nigeria, par exemple, qui est une très grande nation, surtout des compétitions de U20. Quand on prend par exemple aussi des surprises comme la Guinée, parce que la Guinée a réussi à payer la sensation en éliminant la Côte d'Ivoire. Surtout, il y a le côté expérience, pas des joueurs, mais surtout des pays dans les compétitions de jeunes. On a parlé du Nigeria, il y a peut-être le Ghana aussi qui peut réussir à faire la différence. Le second tour de ces éliminatoires de la CAN U20 a été très animé. La Guinée-Conakry a tenu en échec la Côte d'Ivoire, le Sénégal a éliminé la Tunisie, tandis que la Gambie est venue à bout du Maroc. On note également le retour triomphant de l'Égypte et de la Libye. L'Égypte fera face à l'Angola et la Libye croisera le Cameroun. Rien n'est pour l'instant joué, parce qu'on a vu lors du 2e tour des équipes qui étaient qualifiées d'équipes favorites comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, ont été éliminées de justesse. Il sera très difficile de dégager fondamentalement des favoris. On peut le faire quand même sur le papier, mais sur le terrain, on le sait bien, rien n'est davantage joué pour l'instant. Le 3e tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans est prévu au mois de juillet 2016. La phase finale de la compétition aura lieu en 2017 en Zambie. Au total, 8 équipes prendront part à cette CAN qui réunit chaque 2 ans les meilleurs espoirs du football africain. La dernière édition, organisée au Sénégal, a été remportée par le Nigeria. Et nous allons voir le tableau des rencontres. On vous l'a dit dans ce sujet. La Gambie sera face à la Guinée, Burkina Faso, Mali, Lesotho contre l'Afrique du Sud, Soudan contre le Nigeria. Il y aura Cameroun, Libye, Égypte, Angola et Sénégal contre le Ghana. Vous découvrez sur votre écran. Alors, Georges, les techniciens vont puiser ces jeunes pour les intégrer dans l'équipe A. Il y a beaucoup qui intègrent, selon vous? Mais c'est un des problèmes malheureusement du football sur le continent, parce qu'on se rend compte que dans les compétitions de jeunes, on a souvent de très bonnes sélections avec de très bons joueurs, mais on a souvent
un manque de continuité entre ces jeunes, que ce soit de U20 jusqu'aux espoirs. Quelquefois, au niveau des U21, ça va encore, ou bien U23, on a une certaine continuité. Mais arrivé aux sélections A, il n'y a pas souvent cette continuité parce que dans ces compétitions comme U20, U21, quelquefois, c'est des joueurs, en majorité des joueurs locaux. Et dès que ça passe en sélection A, on fait beaucoup plus appel à des joueurs professionnels. Si je prends le cas du Cameroun, je peux prendre le cas de plusieurs autres pays. Dans le cas du Cameroun, jusqu'aux sélections olympiques, c'est à majorité constitué de joueurs locaux. Mais à partir des A, on aura 3-4 joueurs locaux. Donc, il n'y a pas cette continuité. Ceux qui jouent ces compétitions-là, s'ils n'ont pas la chance d'intégrer des clubs professionnels dans les 2-3 ans qui suivent, ils ont très peu de chances d'intégrer les sélections A. Donc, ça manque de continuité parce qu'au niveau des directions techniques nationales, on n'assure pas le lien entre les équipes de jeunes et les équipes premières. Oui, Roger, c'est un problème pour ces jeunes-là. Comment l'expliquez-vous justement? La plupart, c'est vrai qu'il n'y a pas de suivi par la suite. Si ces joueurs-là n'ont pas la chance de partir en Europe ou ils ont été supervisés par un club, et comme il n'y a pas de suivi, et puis pour jouer même les championnats locaux, et pour cette génération-là, c'est pas évident de jouer avec l'équipe phare, l'équipe première de leur équipe. Donc c'est vrai qu'après, comme il n'y a pas de suivi, ils sont un peu délaissés de côté, et c'est un peu triste par rapport à ça. C'est vrai que question des jeunes joueurs talentueux, quand il y a ces genres de tournois U20, et c'est là qu'il y a un vivier extraordinaire. C'est là que le club, les personnes viennent voir les futurs, mais il faut que ces joueurs-là, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'on s'occupe un peu plus de ce joueur. Oui, alors mon cher Saïd, il y a la RDC qui n'est pas là, la Côte d'Ivoire, le Maroc également, c'est un gros coup dur pour ces pays, même si effectivement Georges et Roger l'ont expliqué, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils ne vont pas intégrer systématiquement l'équipe des A. Oui, ils ne vont pas intégrer, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Roger notamment, ils ne vont pas intégrer systématiquement l'équipe A, et pour la plupart, ils ne l'intégreront jamais, cette équipe A. Là, il y avait un exemple, on parlait du Cameroun ou d'autres nations qui faisaient systématiquement sur ces catégories-là appel aux joueurs locaux, mais il y a d'autres exemples, on pense notamment au Maroc qui vient de se faire éliminer par une superbe équipe de Gambie. J'ai vu les 2 matchs, c'était une très très belle équipe de Gambie. Le Maroc est composé en U20, U23 est composé essentiellement, donc à 80%, de joueurs de centres de formation européens. Et donc, c'est encore une difficulté pour ces joueurs locaux qui vont, même en équipe jeune, ne pas pouvoir avoir de temps de jeu, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir accumuler de l'expérience. Et donc, c'est encore un handicap de plus à surmonter pour ces joueurs locaux, pour ces jeunes, donc qui n'auront pas la chance de pouvoir accumuler de l'expérience en équipe jeune. Merci Saïd. Revenons également sur le match Congo-Burkina Faso et l'élimination des jeunes Diables Rouges après un score de 2 buts partout. Écoutons maintenant Paolo Berrettini pour les U20 du Congo et Sanogo Moussa Falcao pour les U20 du Burkina Faso. J'ai rien à dire à ma équipe parce que je pense qu'ils ont bien joué. Il a eu beaucoup d'occasions. Et encore une fois, il a manqué un peu d'expérience. Surtout pour gérer le temps additionnel. Et ça, c'est la seule chose que je peux dire à mes joueurs. Ce soir, je pense que les garçons ont cru et se sont battus jusqu'au bout. Et ils sont récompensés. Je pense que tous les mérites les reviennent. Donc on a tout fait pour quand même que l'équipe puisse marquer et en mettant beaucoup de joueurs offensifs. Je pense que c'est ça qui a payé. Nous avons eu plus de réussite que l'adversaire ce soir. On a cru, on s'est dit qu'en faisant un match avec but, on peut se qualifier. Donc il fallait tout donner. Voilà, donc une épreuve qu'on attend avec impatience du côté de la Zambie en 2017. Alors, Georges, vous qui suivez bien le football africain, comment jugez-vous? Est-ce que ça donne de la passion pour suivre ces compétitions de la CAN des U20? Oui, c'est très intéressant. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ces compétitions de jeunes, c'est qu'on y retrouve une particularité au niveau du football qu'on perd avec nos sélections premières, les sélections A, qui sont constituées de joueurs de majorité issus des championnats européens. Donc c'est une philosophie de jeu complètement différente, c'est très rigoureux, très tactique. Donc
ça manque quelquefois un peu de spectacle. Donc, dans ces compétitions de jeunes, comme souvent c'est des joueurs locaux, il y a une petite insouciance, il y a une petite désinvolture qui fait qu'on voit des talents purs et c'est très spectaculaire. Là, on a vu quelques images, ça foisonne d'occasion et il y a des joueurs qui font des gestes techniques formidables. Donc, c'est très, très, très spectaculaire, très intéressant. Bon, mais malheureusement, l'exigence du football de haut niveau fait qu'arriver dans les sélections premières, il y a un peu plus de rigueur parce que le résultat, des fois, est très important. Il y a une meilleure organisation, beaucoup de rigueur, donc il y a moins de folie. Mais la particularité du football, que moi j'aimerais que les Africains retrouvent, autant chez les jeunes que chez les A, cette folie, cette spontanéité qu'on a souvent connue par le passé, et ça on le retrouve encore dans des compétitions de jeunes. Oui. Saïd, un petit mot avant de retrouver Joseph-Antoine Bell. Pour rejoindre un petit peu ce que disait Georges, moi je pense pas que ce soit forcément le fait que ce soit les joueurs locaux. Je pense que c'est les techniciens européens qui viennent arriver en sélection A, qui viennent coacher nos sélections A, qui viennent brider cette folie, ce spectacle, ce goût du geste, du beau geste, de l'élimination qu'on a nous sur le continent africain. Et c'est tous ces coachs européens, tous ces pseudo-sorciers blancs qui viennent dénaturer un peu le football africain. Et donc je pense que ça, c'est un axe de travail parce qu'on doit garder, nous, Africains, une sorte de philosophie de jeu qu'on a perdue sur les 15 dernières années à peu près. Oui. Joseph-Antoine Bell, est-ce que vous êtes d'accord avec Saïd? Et que représente pour vous votre regard justement sur cette compétition de la CAN des U20, Joseph? Bonsoir, Joseph. Est-ce que Joseph est là? Non, visiblement, nous avons un petit souci technique. Alors, nous allons... Oui. Oui. Joseph, oui, Joseph, je vous demandais, quel est votre regard sur cette compétition de la CAN des U20? Est-ce que c'est une compétition qui vous passionne aussi? Est-ce que vous y avez participé lorsque vous aviez 20 ans? Non, elle n'existait pas. Elle n'existait pas et c'est pour ça que c'est intéressant de dire qu'il faut les organiser parce qu'on a 20 ans pour qu'on joue, on a moins de 17 pour qu'on joue, on joue à tous les âges et il faut avoir fait ses classes pour arriver au sommet. Autrefois, il n'y avait pas de compétition, mais on jouait et on ne jouait plus. Ce que Saïd dit, il oublie. Bon, c'est logique qu'il n'était pas né, Saïd. Mais bon, c'est que c'est pas les entraîneurs, ce sont les conditions. Il a raison de parler des entraîneurs, mais en réalité, ce sont les conditions. C'est qu'il n'y a pas, pour qu'il y ait de la folie, il faut soit que l'encadrement vous y autorise, soit que l'environnement vous laisse cette possibilité. Or, on ne joue plus, il n'y a plus de terrain vague, on a construit partout, il n'y a plus de terrain du tout dans la plupart de nos villes. Et donc, si les enfants commencent à jouer avec des encadreurs qui ne sont pas qualifiés ou qui sont mal qualifiés, ce n'est pas simplement les encadreurs européens, ça peut être des encadreurs africains qui imitent ce qu'ils entendent à la télé. Pour écouter les entraîneurs africains parler, vous croirez avoir entendu Deschamps ou Laurent Blanc. Ils parlent comme ça, même quand leur match ne ressemble pas à celui de Deschamps ou de Laurent Blanc. Oui. Alors c'est la signification que vous donnez à l'échec des jeunes Marocains, justement, qui ont tous été formés en Europe, comme disait Saïd, et qui ont été éliminés de cette compétition. Comment expliquez-vous ça, cet échec des jeunes Marocains de 20 ans? Bon, déjà, il faut dire une chose, José. On ne va pas toujours trouver la petite bête quand quelqu'un a perdu, parce que quelqu'un doit perdre. Quand vous avez une compétition, tout le monde ne va pas gagner, quelqu'un doit perdre. Maintenant, quand on regarde la manière dont jouent les jeunes, et c'est ça qui est important chez les jeunes, c'est pas la victoire, c'est comment ils ont joué, qu'est-ce qu'ils pensaient et quel spectacle ils ont produit. Est-ce qu'ils se sont vraiment préparés pour l'équipe A, parce que c'est ça la finalité à ce niveau-là. Donc, moi, je crois que partout en Afrique, quand j'écoute ça, partout en Afrique, on a le même problème. Si les enfants ne jouent que dans le cadre fixé des clubs, mais que ces clubs-là sont encadrés de cette manière qui ne nous plaît pas, ça donnera un spectacle qui ne nous plaît pas. Ok.
Merci beaucoup Joseph et puis à lundi prochain. Bien sûr, on vous retrouve également dans un sujet en deuxième partie d'émission. À noter la démission de Luis Fernandez à la tête du Sili national. Visiblement, les objectifs n'ont pas été atteints. Fernandez a préféré partir au lieu d'être poussé vers la sortie. Le choix de Fernandez, vous le savez, était déjà assez surprenant du côté de la Fédération guinéenne de football. Roger, juste un petit mot. Ça vous étonne le départ de Luis Fernandez? Étonné, oui, et puis déçu par rapport au comportement, oui, bien sûr, parce que il a signé, donc c'est bien de faire rêver, d'être là en disant que voilà, on va faire ceci, on va faire cela, et sortir par la petite porte. Et là, non, là, pour moi, je pense que déjà le choix par rapport au choix, et puis que c'est ce genre de choses qui doivent plus se répéter en Afrique, parce qu'on a des encadreurs qui sont capables, susceptibles de pouvoir amener un plus. Et puis mais là, ce qui se passe, c'est pas sérieux, quoi. Voilà. On va marquer une pause dans cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le dossier, avec aussi en interview exclusive le président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, qui est pour question de Thierry Gaugrand. À tout à l'heure.